Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour vous parler de thèmes et de CAPES, c'est-à-dire que je vais vous parler des questions de linguistique appliquées au thème au niveau CAPES. Alors, de toute évidence, la cueillette des fraises m'occupe un petit peu plus que prévu. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir publier des vidéos plus régulièrement. Je vais essayer de le faire. Les cours à l'université sont terminés, mais nous entrons dans la période des examens, c'est-à-dire que j'ai des sujets d'examen à rendre et j'ai aussi des corrections de copies à faire. Donc, le tout m'occupe beaucoup, comme vous pouvez vous l'imaginer, mais je vais essayer de vous consacrer un petit peu plus de temps vu que nous sommes encore confinés pour quelques semaines et que cela va nous permettre de réviser ensemble pour le concours du CAPES. Je n'oublie pas les agrégatifs qui auront dans quelque temps le corrigé des deux autres questions étroites qui sont tombées à l'agrégation externe cette année. Mais aujourd'hui, suite à plusieurs demandes que j'ai reçues, je voulais plutôt faire un point méthodologique sur les questions de linguistique du CAPES externe quand elles tombent notamment sur le texte de thème. Alors, il faut que vous sachiez que la méthode prônée par le jury n'est pas exactement la même selon que vous avez des questions des questions linguistiques qui portent sur le texte de thème ou le texte de version. Donc, je reviendrai sur la méthodologie appliquée à la version dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, donc, méthodologie des questions de linguistique sur le thème lors de l'épreuve de CAPES externe. Alors, je vous conseille vivement de vous reporter au rapport du jury pour connaître exactement quelles sont les attentes du jury. C'est vraiment en connaissant les attentes du jury que l'on peut mobiliser ces connaissances et les utiliser au mieux pour avoir un maximum de points lors des concours. Donc ici, cela devient primordial d'avoir un maximum de points dès l'écrit, puisque vous l'avez compris, le CAPES externe n'étant pas encore commencé, vous allez avoir un recrutement qui va se faire sur les résultats de l'écrit, d'après ce que j'ai compris des dernières informations données par le ministère. Donc il faut que vous ayez les meilleures notes possibles en thème, en version, en composition et en linguistique afin d'être classé dès l'écrit très haut pour être reçu au concours cette année. Vous ne pourrez pas aller ensuite à l'oral avant d'avoir votre concours. Apparemment, il y aura une épreuve orale au cours de l'année prochaine. On ne sait pas exactement dans quelle conditions cela se passera, mais a priori, vous serez reçu au CAPES sur les épreuves écrites cette année. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, vous disais-je, c'est que la méthodologie appliquée au thème n'est pas la même que celle appliquée à la version. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer plus en détail la méthodologie appliquée au thème. Donc, cette méthode qui est prônée par les rapports du jury, c'est une méthode en 3 parties, en 3 étapes. La première étape consiste en la description des segments soulignés dans le texte en français. Alors, les segments soulignés, cela peut être des formes verbales. On peut vous demander de comparer différentes formes verbales et de voir comment elles sont traduites. Cela peut être des pronoms relatifs, cela peut être des déterminants, cela peut tomber sur n'importe quoi. Comme vous le savez, il n'y a pas de programme. En fait, quand vous faites vos révisions, il faut que vous interrogiez sur ce qui pose problème en traduction, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue grammatical. Quels sont les points qui posent des problèmes de traduction? Donc, la première étape, vous disais-je, c'est la description des segments. C'est-à-dire que vous avez plusieurs groupes de mots qui sont soulignés dans le texte en français, dans le texte de thème, et il faut que vous identifiez ce à quoi vous avez affaire, que vous décriviez si vous avez un groupe verbal très précisément, à quel verbe vous avez affaire, à quel temps il est conjugué, à quel mode, éventuellement quel est son sujet, quel est son complément, est-ce qu'il est transitif, intransitif, etc. Donc, cette partie descriptive suppose que vous décriviez la forme soulignée en elle-même, mais aussi que vous
recontextualisiez cette forme, que vous décriviez son contexte immédiat d'un point de vue syntaxique, c'est-à-dire qu'il faut effectivement voir, toujours pour prendre l'exemple d'un groupe verbal, il faut voir si c'est le groupe verbal principal ou si ce groupe verbal, c'est le groupe verbal subordonné. Par exemple, si on vous demandait de faire quelque chose sur le subjonctif, il serait important de constater que le groupe verbal apparaît dans une subordonnée. Et donc, une fois que vous avez décrit la forme verbale, le segment de façon plus générale, en lui-même, le segment dans son contexte syntaxique immédiat, il faut aussi peut-être regarder à quel niveau d'énonciation vous avez affaire, c'est-à-dire voir si vous avez affaire à du discours direct, à du discours indirect, ou du discours indirect libre, ou encore à du récit. Donc, décrire la forme soulignée, cela se fait dans une première partie, dans une première étape, et cela suppose que vous ayez à la fois des connaissances syntaxiques solides, il faut que vous soyez capable de décortiquer la forme qui est soulignée, il faut que vous soyez capable de l'identifier comme syntagme verbal, syntagme nominal, segment complexe. Il faut que vous soyez capable de dire si ce que l'on vous donne, c'est un auxiliaire, un verbe, un pronom relatif, etc., etc. Donc, il vous faut des connaissances sur les catégories de mots, les catégories de syntagmes, et aussi sur les fonctions, puisque je vous l'ai dit, il faut replacer la forme soulignée dans son contexte, et donc il faut que vous soyez capable d'analyser la phrase dans laquelle apparaît la forme soulignée et de voir quel est le rôle de la forme soulignée à l'intérieur de cette phrase. Des connaissances en énonciation aussi, puisqu'il faut être capable d'identifier les différents plans d'énonciation, récit ou discours indirect, indirect libre, ou direct aussi. J'allais oublier le discours direct, mais généralement celui-là, vous l'identifiez facilement puisqu'il est souvent entre guillemets, notamment en anglais ou en français, il est introduit par un tiret qui le sépare bien du reste du récit et éventuellement du discours indirect ou du discours indirect libre. Donc la première étape, c'est une étape de description des segments. Alors attention, faites bien apparaître la structure de votre commentaire linguistique dans votre copie. C'est-à-dire que vous allez marquer grand 1, 2 points, description des segments. Description du segment 1, 2 points, et ensuite vous rédigez la description. Puis vous passez dans un deuxième paragraphe à description du segment 2, 2 points, puis vous rédigez la description de ce segment. Ensuite, s'il y a un segment 3, vous procédez de même. Il faut que les étapes et les sous-étapes apparaissent bien clairement dans votre commentaire de linguistique. Ça, c'est pour la première étape. La deuxième étape, c'est la présentation des possibilités de traduction et des conditions d'emploi des différentes possibilités de traduction que vous présentez. Alors, le sujet que l'on vous donne au CAPES vous demande toujours de donner 3 ou 2 ou 4 possibilités de traduction. Généralement, il y a plus de possibilités de traduction que ce que l'on vous demande. On vous dit au moins 3 possibilités de traduction. Vu le temps qui vous est imparti, vous en faites 3, pas plus. Si on vous dit au moins 2 possibilités de traduction, vous en faites 2, pas plus. Vous n'avez pas le temps, si je puis dire, de faire du zèle et de nous présenter les 5 possibilités de traduction que vous connaissez. Non, on vous en demande 3, au moins vous en donnez 3. On vous en demande 5, vous en donnez 5, mais c'est rare. Généralement, on vous en demande 2 ou 3 possibilités de traduction. Alors, on attend du candidat qu'il fasse déjà quelques remarques sur le segment souligné en général. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de décrire les segments soulignés dans leur contexte, mais il s'agit de regarder quel est le point commun à ces segments. Par exemple, si tous les segments soulignés étaient du conditionnel présent, eh bien, on s'attend à ce que vous fassiez des remarques générales, théoriques, sur bien, les valeurs du conditionnel présent en français. Il faut que vous ayez des connaissances sur les valeurs du conditionnel présent en français. C'est pour ça que je vous avais fait notamment une vidéo sur le conditionnel présent. Il faut que vous connaissiez sa valeur temporelle et sa valeur modale, par exemple.
C'est cela qu'on attend dans cette deuxième étape. Avant de présenter les possibilités de traduction, il faut que vous puissiez expliquer à quoi sert le conditionnel présent en français. À partir du moment où vous avez expliqué à quoi il servait, comment il était utilisé en français, ensuite, vous énumérez les 2 ou les 3, selon ce qu'on vous demande, possibilités de traduction que vous allez ensuite étudier. Le jury insiste chaque année là-dessus, que ce soit en version ou en thème d'ailleurs. Avant de vous embarquer dans la description des différentes possibilités de traduction, il faut que vous écriviez une petite phrase indiquant que parmi les différentes possibilités de traduction du conditionnel présent, toujours dans mon exemple, vous allez analyser la traduction par would et la traduction par ed. Par exemple, vous faites la liste et ensuite vous écrivez possibilité de traduction 1, 2 points, vous la redonnez et vous expliquez dans quel cas, par exemple, would sera utilisé pour traduire du conditionnel présent. Alors dans cette partie-là, surtout, vous n'utilisez pas les segments soulignés dans le texte. Vous utilisez vos propres exemples. Donc vous construisez des phrases d'abord en français contenant du conditionnel présent et vous en donnez la traduction avec bien, la possibilité de traduction que vous avez retenue. Et vous expliquez pourquoi dans ce cas-là, c'est, dans mon exemple, would qui va traduire ce conditionnel présent. Vous expliquez son fonctionnement. Fonctionnement du conditionnel présent dans l'exemple que vous avez retenu et le fonctionnement de la traduction. Donc il faut décortiquer pour would, par exemple, il faudrait décortiquer le fonctionnement de will et le fonctionnement de ed, expliquer si will est épistémique ou radical, expliquer si le ed a une valeur de rupture temporelle ou modale. Et quand on dit rupture temporelle, c'est toujours entre deux moments, donc il faut préciser entre quel moment s'effectue cette rupture. C'est là que vos connaissances linguistiques entrent en jeu. Vous ne pouvez pas vous contenter de connaissances de lycée. On vous demande des connaissances universitaires dans cette partie-là. C'est ce qui va être valorisé. Et encore une fois, vous prenez des exemples de votre invention. Vous essayez de les contextualiser, de faire des petits contextes où votre conditionnel présent, toujours pour utiliser le même exemple, a bien un sens temporel ou un sens modal et vous expliquez pourquoi dans ce cas-là, vous traduisez par would. Ensuite, quand vous utilisez un autre exemple, ce sera pour expliquer pourquoi, dans un autre cas, la traduction du conditionnel se fait par ed. Donc là, vous passerez une ligne éventuellement et vous écrirez possibilité de traduction numéro 2, traduction du conditionnel présent par ed. Et vous expliquerez dans quel cas vous avez cette possibilité de traduction à partir d'un exemple en français que vous décortiquez bien le français, vous faites bien la liste syntaxique et ensuite vous donnez la traduction en anglais. Ensuite, troisième étape, une fois que vous avez fait cette deuxième étape théorique, vous allez voir comment utiliser ces connaissances théoriques dont vous venez de faire la synthèse pour traduire les segments que l'on vous a soulignés dans le texte de thème. Donc, la troisième étape consiste en la justification des choix de traduction des segments soulignés dans le texte. C'est seulement dans cette troisième étape que vous abordez bien, les traductions que vous avez retenues et que vous les justifiez. Attention, souvent dans la troisième étape, ce qui se passe, c'est que vous avez mal géré votre temps. Vous avez juste le temps de nous dire « Ah, ben, j'ai traduit le segment 1 par » et puis vous nous donnez la traduction, le segment 2 par et vous nous donnez la traduction, mais vous ne nous dites pas pourquoi. Or, dans cette troisième étape, il faut que vous repreniez les segments un par un et que vous disiez « Alors, évitez, là je dis « je »,« nous », en fait, il vaut mieux éviter d'utiliser les pronoms personnels. Il faut donner un caractère un petit peu plus scientifique à votre exposé. Il vaut mieux dire la traduction retenue pour le segment 1 est la suivante, vous la donnez. Donc déjà, vous essayez de ne pas faire de faute de grammaire, parce qu'évidemment, si vous faites une faute de grammaire, votre explication ensuite sera fausse. Mais une fois que vous avez donné votre traduction, vous ne vous arrêtez surtout pas là.
Vous ne considérez pas non plus que dire j'ai choisi de traduire le segment 1 par would plus la base verbale constitue une explication. Non, vous devez expliquer dans cette troisième étape que la valeur du segment souligné était la suivante et que donc, vu le contexte d'apparition, dans ce cas-là, c'est telle traduction qui est justifiée pour telle et telle raison. S'il y a plusieurs traductions possibles, vous pouvez l'expliquer. Si vous en avez retenu une plutôt qu'une autre, vous justifiez votre choix, mais vous devez expliquer en détail pourquoi vous avez traduit le segment 1 comme cela. Ensuite, vous passez au segment 2 et vous expliquez pourquoi vous l'avez traduit de la même manière ou différemment. Vous justifiez votre réponse, vous expliquez si c'était exactement le même cas ou pas, et vous expliquez à nouveau pourquoi vous avez retenu ce choix de traduction par rapport à un autre. Donc, gardez bien en tête ce plan. C'est celui qui est préconisé par le jury de CAPES. Et encore une fois, puisque l'écrit va jouer un grand rôle cette année, il faut que vous vous assuriez d'avoir un maximum de points dès l'écrit pour être classé dans les premiers. Et il est très important donc de comprendre quelles sont les attentes du jury. Et donc là, ce que je viens de faire, c'est de vous donner les attentes du jury concernant le plan, la méthodologie. Vous voyez qu'il vous faut des connaissances descriptives et des connaissances analytiques en linguistique. Je vais essayer dans de prochaines vidéos de continuer à vous apporter des connaissances descriptives et analytiques afin que nous puissions réviser ensemble le CAPES et afin d'augmenter vos chances d'être reçus cette année au CAPES dans les conditions difficiles que nous connaissons tous. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, eh bien, portez-vous bien.